Alors, qui peut arrêter Poutine ? Eh bien, il y en a un, en tout cas, qui espère le faire et rapidement. C'est bien évidemment Donald Trump. 2 jours seulement après sa victoire, eh bien, Trump s'est entretenu au téléphone avec le président russe, selon les informations du Washington Post. Et selon des sources proches du dossier, eh bien, Trump a conseillé au président russe de ne pas aggraver la guerre en Ukraine et lui a rappelé la présence militaire importante de Washington en Europe. Durant cet appel, Trump pourrait également indiquer qu'il soutiendrait un accord dans lequel la Russie conserverait une partie du territoire conquis. Une version démentie par le Kremlin qui explique qu'il n'y a jamais eu d'appel. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Donald Trump prépare son arrivée au pouvoir. Et pour gérer le dossier ukrainien, il envisagerait de nommer un émissaire pour la paix. C'est en tout cas ce qu'affirme Fox News, une chaîne proche, on sait, du futur président américain. Pour mener cette mission d'émissaire pour la paix, eh bien, les médias évoquent plusieurs noms, dont celui-ci, celui de Brian Hook, un avocat spécialiste de l'Iran. En 2017, il plaidait pour qu'aucune sanction ne soit levée tant que la Russie ne restaurerait pas la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Dans la future équipe Trump, dont on sait qu'elle sera très divisée sur le dossier ukrainien, eh bien, Brian Hook pourrait compter sur le soutien de 2 futurs poids lourds en matière de politique étrangère, Marco Rubio et Mike Waltz, qui seront respectivement les futurs secrétaires d'État et le futur conseiller à la sécurité nationale. Tous 2 revendiquent une ligne dure contre Moscou, même si on le sait, in fine, c'est Donald Trump qui tranchera probablement tout seul. Nivine, au-delà de Donald Trump, d'autres chefs d'État voudraient aussi peser de tout leur poids et faire plier Vladimir Poutine. À commencer par le chancelier allemand qui a récemment téléphoné à Donald Trump après des années de silence. Olaf Scholz a appelé la Russie à démontrer qu'elle est prête à des négociations sérieuses avec l'Ukraine dans le but de parvenir à une paix juste et durable. Le problème, c'est que cet appel, visiblement, il n'a pas changé grand-chose puisque dans la foulée, le Kremlin a publié un communiqué qui dit que tout accord de paix avec l'Ukraine devrait tenir compte des nouvelles réalités territoriales, pas d'avancée majeure donc. Hormis Trump, finalement, le seul qui pourrait avoir une vraie prise sur Poutine, eh bien, c'est Xi Jinping, le chef d'État chinois. Il avait été accueilli, on s'en souvient, en grande pompe. Vladimir Poutine, avait été accueilli en grande pompe, on s'en souvient, en mai dernier, par le dirigeant chinois. Mais sur le dossier ukrainien, eh bien, la Chine ne semble pas trop vouloir s'en mêler. Dernière prise de position, c'était lors du sommet des BRICS en octobre dernier en Russie, justement. Xi Jinping a à nouveau réitéré les 3 principes essentiels selon lui dans cette guerre. Pas d'extension, pas d'escalade et pas de provocation de la part de l'un ou de l'autre. Merci beaucoup Nivine. Venez donc nous rejoindre, on va reparler de la Chine dans un instant puisque la Chine vient de s'exprimer. Mais je vous soumets d'abord cette question, interpellation de Habib, qui pourrait surprendre, mais je pense que peut-être plein de gens se posent cette question. Est-ce que la victoire de Poutine serait vraiment vécue comme une catastrophe en France, où ce conflit concerne surtout des spécialistes, mais assez peu la population ? Ce serait une double catastrophe. La première catastrophe, ce serait pour notre crédibilité au niveau de la France et de tous les soutiens de l'Ukraine. Cela voudrait dire, quelque part, que le crime paye, c'est-à-dire le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine. La deuxième catastrophe, c'est que l'Ukraine créerait un précédent. Ça voudrait dire, si le crime paie, que ça peut recommencer ailleurs. La Chine, par exemple, contre Taïwan, ou demain, Poutine contre d'autres pays, par exemple les pays baltes. Car on aurait créé un précédent en lâchant face à Poutine. Alors j'en viens à la Chine, comme je vous le disais, parce qu'on se demande qui peut arrêter Poutine. On a compris jusqu'à maintenant que la Chine, elle avait quand même un certain poids pour essayer de retenir sa main. Dernière déclaration en date de la Chine concernant les missiles. Le missile qui a été tiré hier, toutes les parties doivent rester calmes et faire preuve de retenue, travailler à désamorcer la situation par le dialogue et créer des conditions pour un cessez-le-feu rapide. La Chine qui appelle à la retenue après le tir de missiles. Message important, mais est-ce que c'est un message qui peut être entendu par Vladimir Poutine ? Il a déjà été entendu. Semble-t-il, à l'automne 2022, Vladimir Poutine aurait envisagé, c'était la presse américaine qui le rapportait, l'usage d'une arme nucléaire tactique, c'est-à-dire une arme de théâtre de faible puissance contre les Ukrainiens. Ce serait apparemment la Chine,
conjointement avec les Américains, comme l'a expliqué Pierre Servant, qui en aurait dissuadé les Russes. Et enfin, Vladimir Poutine est fondé à écouter Xi Jinping plus que n'importe quel dirigeant international, parce que son économie est totalement dépendante désormais, notamment pour faire face aux sanctions occidentales, du soutien tacite de la Chine. Mais qui sont encore les interlocuteurs, clairement, de Vladimir Poutine? Mais au-delà d'interlocuteurs, qui écoute-t-il vraiment? Semble-t-il, ses principaux conseillers, je pense notamment à Nikolai Patrouchev, qui était l'ancien chef du renseignement du FSB. Mais à l'extérieur? À l'extérieur, il y a par exemple, alors évidemment côté chinois, Xi Jinping, c'est lui qui aurait fait preuve de modération envers Poutine. Je pense aussi au Premier ministre indien Narendra Modi. C'est lui apparemment qui aurait fait en sorte que Vladimir Poutine, par exemple, essaie de ne plus être un paria et cherche à limiter la casse auprès, non pas de ses alliés, mais des pays qui lui permettent, par exemple, de contourner les sanctions. C'est le cas de l'Inde sur les hydrocarbures. Et enfin, à l'international, Vladimir Poutine pourrait écouter Trump sur une chose essentielle, c'est sur l'aspect transactionnel de Trump. Trump ne pense pas que l'OTAN, que la protection américaine est un acquis. Il pense qu'elle est conditionnée, par exemple, à un rapport de force avec les Européens et avec Poutine. Je vais venir vers la question d'Angeline dans un tout petit instant, mais Nivine Potros, on parle de Trump, donc je me permets de rebondir là tout de suite, parce que peut-être beaucoup, vous nous regardez en disant mais Trump est peut-être la solution espérée par Poutine lui-même quand il va arriver en effet à la Maison-Blanche. Quel est le rapport entre les deux hommes en ce moment? Vladimir Poutine continue d'alimenter l'idée qu'il est d'accord pour parler, mais il semble ne cesser de mettre ses conditions. Oui, exactement. Selon 5 sources qui sont proches du Kremlin, proches du président russe, eh bien, Vladimir Poutine est un peu en train de changer de position concernant les négociations. Disons que c'est le feu vert sur l'utilisation des attaques MS sur le sol ukrainien qui va compliquer tout règlement, retarder les négociations et durcir les exigences de Moscou. C'est ce qu'affirment donc ces sources proches du Kremlin, nos confrères de Reuters. Les choses donc vont se compliquer. Peut-être qu'elles se simplifieront avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. En l'état, le plan de négociation, l'accord de paix selon Poutine, le voici. Il veut que les Ukrainiens cèdent à Moscou les 4 régions annexées, avec un compromis peut-être avec le retrait russe éventuellement des régions de Kharkiv et de Mykolaïv. Poutine souhaite également la démilitarisation partielle de l'Ukraine, la réduction de l'armée de terre de Kiev, mais également concernant l'OTAN, que l'Ukraine n'adhère pas aujourd'hui à l'OTAN, mais qu'elle n'adhère jamais à l'OTAN, que les troupes de l'OTAN ne soient jamais présentes sur le sol ukrainien, et puis plus globalement, il souhaite une neutralité permanente. Voilà les conditions qui sont sur la table. Elle l'était déjà lors des négociations à Istanbul en 2022. À l'époque, Kiev avait évacué d'un revers de main ce plan russe. Merci beaucoup, Nivine. La question d'Angeline. Je suis très inquiète d'une future troisième guerre mondiale. Avons-nous les capacités en France pour faire face militairement à ce conflit qui, j'espère, n'arrivera jamais? Ça fait partie des inquiétudes de Français, celle d'Angeline, à Lyon, que légitime. Je salue d'ailleurs. Légitime, dites-vous, Xavier? Oui, tout à fait légitime. Après, par rapport à la France, si on parle que de la France, on a le parapluie nucléaire qui nous met, avec la dissuasion, à l'abri. Et puis, il y a aussi notre situation géographique. Effectivement, c'est bien plus compliqué pour les Polonais, pour les Allemands, dont on voit qu'ils se préparent activement, de faire face à, par exemple, des envahisseurs venus de Russie. Pour le moment, ça semble totalement délirant, ça semble impossible. On voit bien notamment les difficultés qu'ont les Russes, malgré l'avantage de leur armée, sur le terrain en Ukraine. Les progressions sont extrêmement lentes. Au début, tous les spécialistes ont été tous d'accord pour dire que malheureusement, ça pouvait se terminer très rapidement pour les Ukrainiens. Là, on voit que depuis près de 3 ans, les Ukrainiens résistent avec une belle réussite et que Poutine n'arrive pas à acquérir au moins ces 4 oblasts qu'il veut absolument rattacher à la Russie. Notre capacité, oui ou non, à faire face militairement à ce conflit s'il devait s'étendre? Évidemment, la France ne se battrait pas seule. Il ne faut jamais oublier qu'on se battrait en coalition. La France n'aurait pas géré seule, par exemple, un front dans les Pays-Baltes ou en Pologne. Donc, au-delà de la dissuasion nucléaire qui a été évoquée, la France est dans une stratégie de club, c'est-à-dire que nous, ce qui nous manque, c'est la masse, le nombre d'hommes, de chars, d'avions, par exemple, mais nous aurons nos alliés. En revanche, le grand problème pour la France, pour terminer là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur dans le jargon militaire.
combien de temps on pourrait tenir en termes de munitions. Certains rapports parlementaires, pour citer un chiffre, estiment qu'on tiendrait 3 à 6 semaines en termes de munitions dans un conflit majeur. Alors je vous soumets la question de Sylvie maintenant du côté de Valenciennes, à Valenciennes précisément même. Ne pensez-vous pas que seul son peuple peut arrêter Poutine avant qu'il ne le suicide avec lui? Très bonne question de Sylvie. Elles sont toutes bonnes, mais celle-ci, effectivement, on n'y avait pas pensé nous-mêmes. C'est peu probable pour une raison, c'est que s'il fallait résumer, je dirais, l'état d'âme de la population russe par rapport à cette guerre, c'est l'apathie et la résignation. Il y a un soutien qu'on constate dans les enquêtes d'opinion, y compris les plus fiables, envers le principe de cette guerre, du moment que les Russes ne sont pas concernés en étant mobilisés pour aller au front. Là, comme par hasard, le soutien diminue. Mais en revanche, on ne peut pas s'attendre à ce que, même avec un effondrement économique que provoqueraient les sanctions, qu'on nous promet depuis 3 ans et qui est encore loin, la population russe puisse aller battre le pavé dans la rue pour dénoncer la guerre d'Ukraine et renverser Poutine. Ça me paraît malheureusement trop idéal. On avait une autre petite question à vous poser, mais elle est très très importante quand même. Quand bien même il accepte de négocier, puis avec Donald Trump, et à ses conditions, etc. Quand bien même on a un front qui est gelé, pensez-vous un instant que Vladimir Poutine va dire « Ok, je m'arrête là ». Non. Il n'y croit pas. Volodymyr Zelensky lui-même, le premier, bien sûr, n'y croit pas. Il l'a dit devant le Parlement européen. Poutine se concentre sur la victoire dans cette guerre et il ne va pas s'arrêter de lui-même. Plus il a de temps, plus les conditions de cette guerre empireront. Chaque jour est un jour pour pousser la Russie dans ses retranchements. Oui, Xavier. Il faut être très clair. Vladimir Poutine pense à cette guerre depuis qu'il est arrivé au pouvoir, 1999-2000. Depuis le début, il veut garder l'Ukraine dans le giron de la Russie, dans une sorte d'union soviétique qui continuerait à avoir ses États satellites. Il y a eu la révolution orange en 2004, où il a échoué, puisque c'est un pro-occidental, pro-européen, qui a fini par l'emporter, Viktor Yushchenko, face à son candidat qui s'appelait Yanukovych. 2014, Maïdan, l'annexion de la Crimée. Si jamais il avait les 4 blasts après des négociations avec Trump ou avec d'autres, il continuerait. Il pourrait même continuer par une forme politique, par une forme de désinformation et finir par avoir le candidat de Moscou élu à Kiev à force de désinformation et de manipulation. Ce ne sont pas les oligarques qui ont largement les moyens de mener ces campagnes électorales qui manquent proches de Poutine. Aurélien Duchesne. Le scénario que je développe d'ailleurs dans mon livre, pour me faire une autopromo, c'est la Russie de Poutine contre l'Occident. Au-delà de l'Ukraine. Un très bon livre à lire pour comprendre tout. C'est que Vladimir Poutine pourrait faire un test contre l'OTAN. Contre quoi précisément? Contre l'article 5 qui est le fondement de notre alliance commune. Et ça pourrait être par exemple contre un pays balte. D'aucuns prétendent que jamais Poutine n'ira faire ça. C'est totalement irrationnel. C'était les mêmes qui me disaient que c'était totalement irrationnel d'écrire que Vladimir Poutine envahirait l'Ukraine. C'est le scénario, à mon sens, auquel il faut se préparer, et c'est dans 5 à 10 ans au maximum. Dans les scénarios allemands, juste une toute petite précision, dans les scénarios allemands pour lutter contre la Russie, si jamais ça devait arriver, les militaires font des scénarios de manière répétée. Eux, ils estiment qu'il leur faudrait faire transiter sur leur territoire 800 000 soldats de l'OTAN. Vous voyez le défi logistique que ça comporte. On est loin. Je me permets du coup de me tourner vers Marie Chantré. Et nous, la France, merci d'avoir cité comme ça cet exemple allemand. C'est vrai que c'est très parlant sur la manière dont on prépare les esprits, on se prépare tous. Du côté d'Emmanuel Macron, il croit quoi, lui, le président français, qu'il va pouvoir arrêter Poutine, que l'Europe peut y arriver, que Poutine va s'arrêter là? En tout cas, il considère aujourd'hui que ça repose entre les mains de la Russie. Il l'a dit notamment depuis le G20. Il dit la paix dépend d'abord de la Russie. En écho à ce qu'a fait le chancelier, à la démarche d'appeler le président russe, on a expliqué du côté de l'entourage du président de la République que on savait qu'il y avait l'intention d'appeler le président russe, mais qu'on ne connaissait pas forcément le timing. Force est de constater que le contact français avec la Russie est aujourd'hui inexistant. Il n'y a pas de communication entre les deux hommes. Donc on est plus dans l'incantatoire, le déclaratoire du côté du président d'Emmanuel Macron, qui appelle encore une fois à la désescalade, notamment suite aux propos de Vladimir Poutine sur l'élargissement de recourir à l'arme nucléaire en tout début de semaine. Mais voilà, on est plus dans une position incantatoire que forcément efficace et opérationnelle à ce stade. Je reviens à la question également, merci beaucoup Marie, je reviens à la question de Sylvie qui disait est-ce qu'il peut être arrêté par son peuple même, Vladimir Poutine. Et c'est vrai que depuis le début, on se dit mais si ça va trop mal en Russie, si le pays est suicidé par cette guerre, notamment économiquement parlant, il pourrait finir par se soulever ou lui par vaciller. Donc
Pardon pour la question classique, il est dans quel état ce pays aujourd'hui ? Mais le problème, c'est qu'il faut souligner une forme d'impuissance occidentale avec les sanctions. On en est au 13e train de sanctions et force est de constater que la croissance est toujours là en Russie. Alors certes soutenue par une économie de guerre complètement artificielle et aux dépens des investissements d'avenir, mais quand même que ces sanctions, elles sont contournées parce que le pétrole russe continue à être acheté par la Chine et l'Inde notamment. Parce que même, j'ai relevé ce matin un chiffre intéressant, le doublement des exportations de l'Union européenne vers les pays, les anciennes républiques soviétiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté des États indépendants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des produits européens, ils arrivent quand même sur le territoire russe. Alors certes, ils sont sans doute réservés à une partie aisée de la population, mais vous voyez qu'on n'a pas réussi à asphyxier économiquement la Russie, ce qui était pourtant le pari des Occidentaux et notamment de Paris. Et donc en conclusion, quasiment Aurélien Duchesne, et pour répondre à plusieurs questions là que je vois défiler, mais on ne peut pas toutes les prendre, je m'en excuse. Vous qui avez écrit La Russie de Poutine contre l'Occident, jusqu'où pourrait aller Vladimir Poutine s'il ne s'arrête pas là ? Jusqu'où pourrait-il aller contre l'Occident, en Occident ? Encore une fois, en testant directement notre capacité de dissuasion, et il peut déclencher une guerre sans même la vouloir profondément. Le scénario le plus probable, à mon sens, à horizon 5 à 10 ans, c'est que Poutine prenne le pari qu'une agression limitée contre un pays de l'OTAN et de l'Union européenne ne sera pas suffisant pour que nous ayons envie de répondre par la force, mais tant de guerres dans l'histoire se sont déroulées alors même qu'aucune des deux parties n'en voulait, et là on rentre dans le scénario du pire, et une guerre directe contre l'OTAN, la Russie s'y prépare pour de bon.